grand dialogue. Sigika Foba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Fidèles auditeurs du studio Tamani, bonsoir et bienvenue. Le thème du grand dialogue d'aujourd'hui est comment garantir le respect des principes humanitaires dans des contextes complexes. Les principes humanitaires sont l'humanité, indépendance, impartialité et neutralité. Dans un contexte humanitaire complexe, respecter ces principes s'avère compliqué pour les acteurs humanitaires. Quels sont les principaux défis et obstacles auxquels les acteurs sont confrontés pour respecter ces principes dans un contexte où l'accès humanitaire est de plus en plus difficile? On en parle ce soir avec M. Hassan Mohamedi, j'espère que je prononce bien, directeur du FONGIM, Forum des ONG internationales au Mali. Bonsoir. À ses côtés, Benao Batian Arthur, co-leader du groupe de travail Accès NRC Mali. Bonsoir. Notre troisième invité est Louis Cheikh Sissoko, directeur exécutif de l'ONG Open Mali. Bienvenue. Je suis Mariam Koulibaly, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, nous allons donner la parole à M. Benao Batian Arthur pour qu'il nous présente un peu l'ONG NRC. Plutôt parler du groupe de travail Accès que je représente ici donc, en tant que co-leader de ce groupe de travail Accès. Parlez-nous de votre groupe. Donc le groupe de travail Accès, c'est un groupe qui réunit les ONG nationales, les ONG internationales, les agents du système des Nations Unies et qui se donne pour vocation de réfléchir et de proposer des solutions ou des alternatives pour permettre aux acteurs humanitaires d'atteindre les bénéficiaires sur les zones difficiles ou soit de permettre en fait aux bénéficiaires d'avoir donc accès à une assistance humanitaire de qualité à temps et en toute dignité. Donc nous sommes structurés avec un groupe de travail présent à Bamako, qui est donc le groupe de travail au niveau national, et nous avons des déclinaisons au niveau régional. Nous avons donc ainsi un groupe de travail régional à Ménaka, à Gao, à Tombouctou, à Ségou et à Mopti. Comment tout cela marche? Tout ceci marche en fait, comme je l'ai dit, nous sommes donc tout un regroupement d'acteurs donc humanitaires qui appartiennent à des ONG nationales, qui appartiennent à des ONG internationales et qui regroupent aussi le système des Nations Unies. Et le groupe donc est présidé par le lead donc OCHA. Et qui appartient donc au système des Nations Unies. Et NRC assure donc le co-lead au niveau national donc avec ma personne, donc Arthur Benao. Et au niveau décliné, au niveau régional, nous avons la même structuration. Donc le groupe se réunit. Le lead est assuré dans ces régions-là donc par les bureaux, les sous-bureaux donc de OCHA. Et les autres membres élisent ou en tout cas s'accordent à désigner une organisation, qu'elle soit nationale ou internationale, pour assister donc le lead dans l'organisation des réunions, dans des missions d'exploration ou en tout cas de tout ce qui est en lien avec la thématique sur l'accès humanitaire. D'accord. Nous allons ainsi donner la parole à M. Louis Cheikh Sissoko, directeur exécutif de l'ONG Open Mali. Qu'est-ce que l'ONG Open Mali? Déjà, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour nous d'être ici. Open Mali signifie oui pour une enfance noble. C'est une ONG malienne qui a été créée en 2002, qui intervient dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection, de la sécurité alimentaire. Vraiment, c'est une ONG humanitaire de jeunes qui est présente sur l'ensemble du territoire malien à l'exception de Kidal. Voilà. Et Open Mali est membre du groupe de travail Accès. Nous participons activement aux différentes réunions du groupe de travail Accès, ainsi qu'aux retraites et autres activités. Quelle est l'histoire même de cette ONG? D'où est-ce que ça part? Ça part de 6 jeunes, à l'époque, 6 jeunes adolescents qui ont été confrontés à la mendicité, qui ont vu la difficulté de certains enfants à vivre au quotidien. Après ce constat, ces jeunes ont décidé de se réunir et d'unir leurs efforts au sein d'une association. Et c'est ce qui a donné naissance à Open Mali. Donc, c'est 6 jeunes adolescents en 2002 qui ont créé cette organisation. Aujourd'hui, ça fait 22 ans. Open Mali est devenu une ONG à travers un accord cadre avec le gouvernement. Et comment vous intervenez sur le terrain? On intervient en fonction justement des situations.
Vous savez que le Mali est un grand pays et chaque région a des complexités et en fonction des urgences. L'humanitaire, c'est l'urgence, c'est comment pouvoir sauver des vies dans un laps de temps. Donc on intervient très rapidement en fonction des situations urgentes qui se posent à travers le pays et aussi en fonction des financements que nous avons, bien sûr. Comment vous définissez les situations urgentes? C'est lorsque des vies sont menacées. Si on n'intervient pas, des personnes vont mourir ou peuvent mourir. C'est vraiment apporter une aide urgente à des personnes qui sont confrontées à des situations très difficiles. Et si on n'intervient pas rapidement, ça peut entraîner la mort. Monsieur Hassan Mohamedi, vous êtes le directeur du FONGIM. Qu'est-ce que le FONGIM? Expliquez-nous un peu en quoi il consiste. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors le FONGIM, c'est le forum des ONG internationales au Mali qui réunit 110 ONG internationales donc qui sont à la fois actives dans le domaine humanitaire, le développement et la consolidation de la paix. Donc l'objectif du FONGIM, c'est d'assurer une bonne coordination entre nos membres, donc à travers l'organisation de groupes de travail, un partage d'informations pour que tous les collègues soient au même niveau d'information. On participe aussi aux différents mécanismes de coordination humanitaire pays, notamment le groupe de travail accès, mais aussi l'équipe humanitaire pays. Il faut aussi beaucoup de représentation au niveau des différents mécanismes qui existent au sein du gouvernement malien, notamment sur les plans de développement. On fait beaucoup de plaidoyer, donc pour que nos messages soient entendus, pour que les besoins des populations pour qu'on puisse avoir les financements nécessaires pour répondre aux besoins des populations. Donc on fait du plaidoyer, que ce soit au Mali, auprès des autorités maliennes, auprès des agences onusiennes, des bailleurs, mais aussi à l'international. On fait beaucoup de plaidoyer au niveau des capitales des pays donateurs. Et enfin, la 4e mission du FONGIM, c'est d'assurer un renforcement de capacité de nos membres. Donc on organise beaucoup de formations, notamment sur les principes humanitaires et l'accès, sur le leadership féminin, l'inclusion du genre et handicap dans la réponse humanitaire, la sensibilité au conflit. Ces formations sont principalement destinées à nos membres, au staff de nos ONG membres, mais parfois on les ouvre à nos partenaires des ONG nationales et quelquefois à nos collègues des agences onusiennes. Vous avez parlé de principes humanitaires. Comment les définissez-vous alors les principes humanitaires, comme vous l'avez mentionné en introduction, il y a 4 principes humanitaires sur lesquels se base le travail de tout acteur humanitaire. Donc le principe de neutralité, qui implique que les acteurs humanitaires ne sont pas impliqués dans des débats, ne prennent pas position dans des débats politiques, etc., notamment quand il y a une situation de conflit. Il y a le principe d'humanité, où là on répond, comme l'a mentionné mon collègue Louis Cher, on répond aux besoins des populations. On est là pour essayer de notre mieux de répondre aux souffrances, d'atténuer au mieux les souffrances des populations. Il y a le principe d'impartialité, qui signifie que la manière dont on va aider les populations est basée sur les besoins, sans discrimination, sans distinction de race, de religion, etc. C'est vraiment la vulnérabilité, les besoins des populations qui vont guider notre action en tant qu'acteur humanitaire. Donc j'ai cité la neutralité, l'impartialité. Et il manque l'indépendance, absolument. Donc l'indépendance opérationnelle, donc les activités des acteurs humanitaires doivent être indépendants de toute visée politique, militaire, etc. L'objectif, c'est vraiment de répondre aux besoins des populations, comme l'a mentionné encore une fois mon collègue, de sauver des vies, sans objectif, sans agenda politique ou autre. Pourquoi ces principes sont importants à respecter dans un contexte comme le Mali? Monsieur Benao. Alors, c'est très important parce que nous, les humanitaires, nous avons vocation d'aller travailler dans des zones difficiles, dans des zones où très souvent il y a des conflits, où des acteurs en fait ont des divergences par rapport donc à un sujet bien précis et pour lequel ils sont en confrontation. Comment donc nous pouvons pouvoir travailler dans ces zones-là si nous ne garantissons pas, par exemple, que nous ne sommes pas partie prenante au conflit, que nous ne prenons pas part aux hostilités et que nous ne nous abstenons donc de prendre parti pour X ou pour Y et de ne pas participer à la controverse. Donc c'est ça que le directeur de FONGIM a appelé dans le sens de la neutralité. Nous sommes aussi dans un contexte difficile où l'on pense que nous serions peut-être un continuum en fait de visée politique, que nous, les acteurs humanitaires, nous faisons de la politique. Et donc le principe, par exemple, de l'indépendance opérationnelle renforce cet état d'esprit que nous n'avons pas d'agenda caché.
Nous menons donc des interventions sur le terrain, indépendamment en fait de tout agenda politique. Ce qui nous intéresse fondamentalement, c'est de pouvoir soulager les souffrances. Et comme il a si bien dit, le collègue donc de Open Mali, le Mali traverse une situation difficile où de jour en jour, on a peur que le nombre de personnes donc en détresse augmente ou que ces personnes-là ont besoin d'une assistance le plus urgemment possible. Et nous intervenons justement dans ce sens-là. Nous parlons avec les gens pour leur faire comprendre ou qu'ils acceptent que ces personnes qui sont en difficulté ont besoin d'être secourues, ont besoin d'une assistance donc pour pouvoir recouvrer et une assistance en toute dignité pour préserver leur dignité. Donc, je pense que ceci donc traduirait un peu plus toute la nécessité pour nous de promouvoir, vous voyez, donc ces principes humanitaires-là. Sur le terrain, est-ce que vous êtes confronté à des difficultés quand vous décidez d'expliquer ces principes-là ou bien quand vous décidez de mener des actions sur le terrain? Vous êtes buté à des difficultés? On est habitué à des difficultés, bien évidemment, qui sont peut-être le fait que les gens souvent ne comprennent pas. Ne comprennent pas que nous puissions arriver dans des endroits et ils pensent que ce seraient des compromissions que nous avons donc sur le terrain. Alors que ce n'est juste que pour nous, en fait, des éléments où nous avons parlé, nous avons discuté, nous avons fait admettre en fait à la partie avec laquelle nous discutons de la nécessité pour nous de passer de l'autre côté parce qu'il y a des vies en danger de l'autre côté et qu'il faut que ces personnes-là soient soulagées en fait de la souffrance qu'ils vivent. Nous avons des difficultés aussi que ces gens en fait comprennent et acceptent cela. C'est essentiellement la difficulté la plus grande en fait, parce que quand nous avons une compréhension commune de ces principes qui guident l'action humanitaire, je pense qu'en ce moment en fait, on est plus à même de faciliter la mobilité des acteurs humanitaires. Et c'est ce à quoi le groupe de travail a accès au travail, à vulgariser ces principes humanitaires, à les faire comprendre par les parties prenantes en fait au conflit que voilà, nous n'avons pas d'agenda caché, nous n'avons pas pour ambition en fait, de faire de la discrimination. Tout ce qui nous intéresse, c'est de sauver des vies. Et qu'il faudrait qu'en fait chacun accepte cela et puisse donc permettre à ce que l'acteur humanitaire puisse aller n'importe où besoin sera pour soulager et apporter une assistance en toute dignité à ces personnes-là qui sont donc dans la détresse et qui souffrent. Pas d'agenda caché, M. Benao l'a prononcé 2 fois. Lui, Cheikh Sissoko, sur le terrain, est-ce que vous ressentez cela, que les populations ou bien les acteurs avec qui vous travaillez, vous intervenez, pensent que les ONG ont des agendas cachés? Bien sûr, en fait, les principes sont consacrés par 2 résolutions des Nations Unies. Donc, ce sont des principes communs à l'ensemble du monde humanitaire, que ce soit au Mali, que ce soit en Palestine, que ce soit au Soudan ou ailleurs. Et les principes ont vraiment pour but non seulement de nous permettre de travailler sereinement, mais aussi de faire en sorte que les populations acceptent qu'on leur délivre cette aide. Et sans ces principes, c'est normal que lorsqu'on va voir des populations, elles vont se dire qu'on a un agenda caché. Mais les principes nous protègent, nous, mais également tous les bénéficiaires et également les États dans lesquels nous intervenons. Sur le terrain, ça peut arriver, parce que dans certaines zones difficiles d'accès, comme l'a souligné Arthur, des populations sont étonnées de nous voir arriver. Et donc elles se demandent, mais comment vous arrivez à arriver ici, en sachant qu'il y a des contraintes d'accès, en sachant que, bon, souvent, parfois, il y a des conflits dans ces zones-là. Et donc elles se posent beaucoup de questions. Donc nous les rassurons, nous leur expliquons justement que nos actions sont guidées par ces 4 principes et que tous les acteurs adhèrent à ces principes, que ce soit l'État, que ce soit d'autres acteurs. Tous les acteurs respectent ces principes et y adhèrent. D'accord. Alors, Monsieur Hassan Mohamedi, je vais y arriver. Alors, combien de personnes ont besoin d'assistance humanitaire au Mali? Au Mali. Alors, il y a le plan de réponse humanitaire qui a été lancé pour l'année 2004 par OCHA, donc, qui estime qu'il y a 7,1 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire.
Et le plan de réponse a ciblé 4,1 millions de personnes qui recevront une aide cette année. Si on arrive encore une fois à mobiliser les fonds, c'est 700 millions de dollars qui sont nécessaires pour accompagner ces personnes, donc 4,1 millions de personnes. Les ONG internationales et les ONG nationales, on est sur le qui-vive, on est sur le terrain, on essaie de notre mieux d'apporter une réponse de qualité. Mais c'est vrai que la situation est complexe, mais le Mali, par rapport à d'autres contextes, encore une fois, on a quand même la capacité de travailler, la capacité d'intervenir dans des zones difficiles d'accès, ce qui n'est pas le cas partout. Donc ça, il faut quand même le reconnaître au niveau des discussions qu'on peut avoir avec les autorités. Il y a une bonne compréhension des principes humanitaires, du droit international humanitaire. Il y a une discussion qui est possible. Donc ça, on doit le reconnaître. Enfin, nous, en tant qu'acteurs ONG international, on le reconnaît, même s'il y a des défis. Il y en a partout, mais au moins ces défis, on peut les adresser, on peut les discuter. Et il y a une flexibilité qui est possible de part et d'autre. Et je voudrais juste ajouter un point sur la question des principes humanitaires. Les principes humanitaires permettent aux acteurs humanitaires d'apporter de l'aide, mais ça permet aussi d'accorder une protection en fait aux acteurs humanitaires. Comme on n'est pas partie prenante au conflit, on est là que pour soulager les souffrances des populations. Ça protège les humanitaires qui normalement ne devraient pas être pris pour cible, parce qu'on n'est ni dans un camp ni dans l'autre. Notre objectif, encore une fois, c'est de soulager les souffrances des populations en apportant une aide alimentaire au niveau des abris, éducation d'urgence, accès à l'eau, etc. Donc ça, c'est vraiment un point crucial, ce qu'il faut souligner. Ces principes sont des garants en fait, de la sécurité des acteurs humanitaires qui interviennent, encore une fois, dans des zones qui sont complexes, parfois dans des zones de conflit, donc ils peuvent parfois se retrouver dans des situations dangereuses. Mais le fait de maintenir ces principes, de maintenir toujours ces principes dans le cadre de nos actions, c'est une protection pour nous, acteurs humanitaires. Monsieur Benao, quel est le profil des personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire au Mali, si je peux m'exprimer ainsi? Est-ce des déplacés? Est-ce des personnes en situation de handicap? Comment ça se passe? Quel est le profil des bénéficiaires? Vous avez tous ces profils-là, en fait. Vous avez tous ces profils-là. Vous avez donc le Mali qui est dans une crise complexe. Mohamed l'a dit tout de suite. Donc, on a tous ces profils. Vous avez donc des personnels qui, du fait des conflits, se sont donc retrouvés en dehors de leur zone habituelle de résidence. Donc ils seront donc considérés donc comme des personnes ayant perdu toutes les ressources et qui se sont installées contre leur gré sur certaines zones. Vous avez des personnes aussi qui, avec l'accalmie qu'il y a eu dans certaines zones, ont entrepris courageusement de repartir sur ces zones-là. Nous les qualifions donc de personnes qui sont en train de retourner. Et ces personnes, quand ils arrivent, en fait, ils avaient perdu tout, ils avaient tous leurs moyens d'existence, ils ont besoin donc de façon de reprendre une certaine vie normale, comme vous le dites. Et vous avez ces personnes qui, du fait de la crise, qui, du fait en fait des actions des belligérants, ont pu donc avoir une mobilité réduite. Donc des personnes qui sont handicapées du fait de la crise et qui ont besoin aussi de recouvrer toutes leurs autonomies pour pouvoir entreprendre une vie décente et digne. Et nous, à ces personnes aussi, nous apportons donc une assistance, nous apportons donc de l'aide. Vous avez ces femmes et ces enfants qui sont généralement les premiers qui sont affectés lorsqu'il y a une situation de crise, soit parce qu'ils ont perdu un compagnon, soit parce que justement ils ont été les premiers à partir de façon préventive sur des zones sécuritaires, ou qui ont été victimes par exemple des survivantes de violences basées sur le genre. Et ces personnes, toutes ces personnes ont besoin d'un accompagnement. Et comme je l'ai dit tantôt, en fait, le cœur de notre métier, c'est la dignité de ces personnes-là. Donc l'action humanitaire doit viser non seulement à leur permettre de recouvrer des moyens d'existence, des conditions d'existence acceptables, mais cela doit se faire en fait dans le respect de leur dignité. Donc le soutien n'est pas qu'alimentaire. Le soutien n'est pas qu'alimentaire. Le soutien n'est pas qu'alimentaire parce que vous avez beaucoup d'expertise au niveau donc, de la communauté humanitaire qui vont au-delà de l'aspect humanitaire, qui vont au-delà de l'aspect abri, qui peuvent intégrer en fait des aspects par exemple de protection,
qui peuvent intégrer des aspects d'éducation d'urgence, comme Mohamed l'a dit, parce qu'on a besoin que ces personnes qui s'y sont déplacées puissent continuer à acquérir le savoir, ou qu'on doit pouvoir les réinsérer en fait, dans le circuit de l'éducation, parce que le savoir est la clé et la base de tout. Et donc vous avez toute une multitude, je ne suis pas exhaustif, mais je pense aussi comme l'expérience de l'ONG donc Open Easy, vous avez vu que l'histoire est partie de 2 personnes qui ont souffert dans leur chair, qui ont vécu en fait la mendicité et qui se sont dit qu'aujourd'hui, au regard de ça, il faut donc travailler à combattre ce fléau, ou du moins en tout cas à mitiguer les conséquences de ce que ce fléau pourrait avoir pour des couches vulnérables, donc la jeunesse, les jeunes enfants qui sont dans les rues. Donc il y a une multitude d'expertises en fait en tant qu'action dans l'action humanitaire, et on ne pourrait pas peut-être être exhaustif ici. Mais voilà, pour autant d'expertise, il y a des groupes de travail thématiques spécifiques qui leur sont dédiés. Mais le plus important, c'est que nous essayons toujours de travailler en coordination. Nous essayons donc de travailler de telle sorte à ce que lorsqu'il y a une situation de crise dans une zone, que l'ensemble des besoins identifiés soient couverts en fait de façon coordonnée par l'ensemble des expertises qui sont présentes dans la zone, histoire donc d'éviter des doublons, histoire d'éviter des chevauchements de projets, de programmes, histoire aussi si je peux me permettre, d'éviter le cafouillage en fait, donc de telle sorte à ce que les bénéficiaires ne se retrouvent pas. D'accord. J'allais vous poser la même question. Il y a eu à le dire, il y a une coordination. Comment est-ce que les zones d'intervention sont ciblées à votre niveau, monsieur Louis Cheikh Sissoko? Alors, au niveau d'Open Mali, les zones d'intervention, comme je l'ai dit tantôt, on a l'autorisation pour intervenir sur l'ensemble du territoire, à l'exception de Kidal. Notre accord cadre ne nous permet pas d'y aller. Cependant, on peut intervenir dans les autres zones. Et ça dépend vraiment de l'évolution du contexte. Parce que nous ne sommes pas dans un contexte figé. Vous pouvez avoir aujourd'hui un fort déplacement dans la zone de Ménaga. Demain, ça peut être dans la zone de Mopti. Donc, au Mali, le contexte est évolutif. Il n'est pas figé. Donc, en fonction des contextes, nous nous adaptons. Et nous nous adaptons également en fonction des financements. Parce que pour faire tout cela, bien sûr, il faut des ressources et il faut des partenaires qui puissent soutenir ces actions-là. Donc les zones d'intervention dépendent des besoins sur le terrain. C'est aussi à ça que sert une ONG humanitaire. Oui. Parce qu'on ne peut pas définir à l'avance, dire que on va intervenir à Bamako, alors que peut-être à Bamako, si on n'a pas de personnes en situation difficile, en situation d'urgence, on n'a pas d'intérêt d'être sur Bamako. Est-ce que vous avez une idée d'une zone où vous intervenez plus, ou bien dans toutes les zones vous intervenez au même niveau? Si par exemple dans les régions du Nord vous intervenez davantage, dans les régions du Sud, comment ça se passe? Alors aujourd'hui, nous intervenons beaucoup plus dans les régions du centre. Dans les régions de Mopti, nous intervenons beaucoup plus dans les régions du centre. Voilà. Il y a d'autres ONG aussi qui interviennent beaucoup plus dans les régions du Nord. Voilà. Il a parlé de l'accès au financement, M. Hassen Mohamedi. Qu'en est-il au Mali? Alors, malheureusement, on a eu le plan de réponse humanitaire 2023 qui a été financé qu'à hauteur de 29,9%, donc 200 millions sur 700 millions qui a été demandé. Donc c'est un des plans de réponse humanitaire qui est le moins financé au monde, même pas dans la sous-région, vraiment au monde. Donc il y a une difficulté en fait à mobiliser les bailleurs sur la réponse humanitaire ici au Mali. On entreprend pas mal d'efforts pour aller voir aussi, en plus des bailleurs traditionnels qui sont les bailleurs occidentaux, aller voir aussi les bailleurs non traditionnels, notamment les pays du Golfe, pour les sensibiliser un peu à la situation du Mali. Donc nous, on fait un gros travail de plaidoyer. Donc j'ai été en mission aux États-Unis, à Washington, à Bruxelles, à Berne, pour sensibiliser un peu les bailleurs, pour mentionner la nécessité pour eux de continuer à financer la réponse humanitaire ici au Mali, en insistant sur le fait que c'est toujours possible de travailler au Mali malgré
la complexité de la situation, malgré les difficultés d'accès qui existent, malgré les défis auxquels on est confronté. Mais encore une fois, on a une capacité de discussion, de négociation. Donc il y a une capacité de mise en œuvre des programmes ce qui n'est pas parfois très bien compris dans les capitales. Ils sont un peu loin de Bamako et surtout des zones d'intervention du centre et du nord du Mali. Ne pas avoir la totalité des fonds demandés, est-ce que cela n'a pas un impact sur vos opérations sur le terrain? Absolument. Donc malheureusement, on doit faire des choix qui sont difficiles sur, par exemple, la quantité de ratio qui sera distribuée pour des populations déplacées. Donc on va essayer de cibler en fonction vraiment de l'urgence la plus extrême, en fonction de la vulnérabilité la plus extrême. Mais il y a des conséquences sur l'aide qui est apportée, donc sur la capacité aussi pour les ONG à opérer, à être en mesure de maintenir une présence opérationnelle dans certaines zones où les besoins sont présents. Donc les conséquences sont nombreuses, mais elles sont vraiment désastreuses pour les populations qui sont dans le besoin. Là, on est en période de Ramadan. Pour celles et ceux qui jeûnent, je pense qu'ils ont conscience, surtout avec cette chaleur caniculaire, de la difficulté de ne pas boire d'eau pendant toute la journée. Il y a des gens actuellement qui n'ont pas accès à l'eau pendant toute une journée, pendant plusieurs jours. Donc on le ressent dans notre chair quand on jeûne, et malheureusement il y a des personnes pour lesquelles ces difficultés sont quotidiennes. Donc c'est vraiment nécessaire de faire du plaidoyer, d'interpeller la communauté internationale pour répondre à ces besoins-là en coordination, comme l'a mentionné mon collègue Arthur, avec les ONG, avec les autorités maliennes. Parce que la première responsabilité qui incombe à l'État, c'est de venir en aide à leur population. Et l'aide qu'apportent, que ce soit les ONG nationales ou internationales, se fait en coordination avec les autorités maliennes, que ce soit au niveau central à Bamako, mais surtout au niveau décentralisé. Et là, ça se fait beaucoup avec la direction nationale, les directions régionales du développement social. Et voilà. Monsieur Benao Batian Arthur, co-leader du groupe de travail Accès NRC au Mali, l'accès au financement, vous êtes d'accord avec monsieur Hassen Mohamedi que c'est un des défis auxquels vous faites face? C'est un des défis majeurs parce que si, comme je l'ai dit, notre cœur de métier, c'est de soulager les souffrances. Et souvent, on a mal au cœur de voir en fait que tout ce qu'il y a été identifié en fait comme besoin ne puisse pas être couvert. Et encore plus mal quand on doit en fait rentrer dans un schéma de priorisation, c'est-à-dire donc de choisir entre deux zones la plus vulnérable. Et là, on est obligé de le faire parce qu'il faut qu'on priorise. Et ce n'est pas toujours de gaieté de cœur en fait que l'on choisit de se positionner à tel endroit par rapport à tel autre endroit. L'idéal pour nous aurait été de couvrir l'ensemble, l'entièreté de la zone. Donc c'est vraiment préoccupant pour tous, pour tout le monde humanitaire. Et c'est d'autant plus préoccupant pour nous en fait parce que cette question de priorisation peut entraîner en fait des restrictions d'accès dans certaines zones. Parce que lorsque vous allez traverser une zone pour pouvoir donc arriver à une autre zone, comment est-ce que en fait ces populations que vous survolez pour aller de l'autre côté là-bas peuvent entendre ça? Donc vous avez en fait une situation qui peut souvent tourner en fait à des violences de fait contre les acteurs humanitaires, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que nous aussi on a des difficultés, nous aussi on a des besoins. Pourquoi est-ce que vous nous dépassez pour aller dans telle autre communauté? Donc ça va ramener un repli sur soi, ça va amener en fait une radicalisation dans des prises de position et ça pourrait aussi alimenter en fait une certaine forme de violence, que ce soit entre les communautés ou que ce soit vis-à-vis donc des acteurs humanitaires. Donc oui, c'est préoccupant pour la communauté humanitaire. Et c'est d'autant plus préoccupant pour tous ceux qui travaillent dans l'accès. Monsieur Louis Cheikh Sissoko, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de difficultés, vouloir surpasser une communauté dans le besoin pour aller vers une autre communauté plus vulnérable? Est-ce que vous avez eu déjà à rencontrer ces cas, à vous confronter un peu avec la population? Malheureusement, oui. Je pense que ce sont des réalités auxquelles les acteurs sur le terrain sont confrontés lorsque nous avons des déficits aussi importants dans la mobilisation de ressources pour le plan humanitaire. Encore une fois, le domaine humanitaire, le domaine des ONG, c'est beaucoup de discussions, beaucoup de négociations et beaucoup d'explications. On ne va pas se lasser d'expliquer aux populations sur le terrain pourquoi eux et pourquoi pas vous.
On leur explique que c'est pas une préférence qu'on fait, c'est pas une discrimination que nous faisons. Mais c'est une entraide collective que nous devons ensemble faire. Aujourd'hui, vous avez peut-être de la chance, vous avez un forage, vous avez de l'eau, vous avez accès à l'eau. Mais eux qui sont à quelques kilomètres de vous, ben voilà, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de forage. Donc, aidez-nous à faire en sorte qu'eux aussi, ils puissent avoir accès à cette eau. Donc, c'est vraiment, encore une fois, beaucoup de discussions, beaucoup de sensibilisation sur le terrain. C'est comme ça que nous arrivons à travailler. Mais vous arrivez souvent d'en arriver à la confrontation où les discussions parviennent à calmer les jeux. Les esprits s'échauffent, Oui. mais on prend toujours le temps nécessaire pour le discuter. Voilà. D'accord. Monsieur Hassen Mohamedi, vous êtes le directeur du FONGIM, Forum des ONG internationales au Mali. Le thème de ce débat évoque la question d'accès. Qu'entendez-vous par accès dans le contexte humanitaire et quel rapport avec les principes humanitaires? Alors l'accès, on doit le comprendre sous deux aspects. C'est l'accès des travailleurs humanitaires aux populations dans le besoin pour apporter une réponse en termes alimentaires, mais pas que, en termes de santé, d'accès à l'eau, les kits d'hygiène aussi. Mais aussi, quand on parle d'accès, on parle aussi de l'accès des populations à l'aide humanitaire. Donc la capacité aussi pour les populations de pouvoir aussi se déplacer et d'aller dans des zones où, par exemple, il y a des distributions, etc. Donc c'est vraiment ces deux aspects-là qu'il faut prendre en considération. Parce que quand on parle d'accès, on pense simplement ou souvent qu'aux humanitaires qui vont avoir accès aux populations, mais il y a aussi parfois des situations où les populations sont dans des zones enclavées, où elles n'ont pas la capacité de se déplacer, d'aller dans une zone où il y a une distribution, etc. Donc là, il y a vraiment, on parle de contraintes d'accès à ce niveau-là. Et le lien de l'accès avec les principes humanitaires, pour répéter ce que les collègues ont très bien dit, c'est les principes humanitaires sont une garantie en fait de l'accès en toute sécurité pour les staffs des ONG ce qui permet aussi d'apporter une aide aux populations en fonction de la vulnérabilité des populations. Donc ces principes, comme l'a dit mon collègue, sont entérinés par 2 résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc sont des principes qui sont acceptés, qui sont compris, même si, encore une fois, on ne doit pas se lasser de les répéter, de faire du plaidoyer, de faire des formations. Et c'est ce que les ONG à la fois nationales, internationales et le groupe d'accès aussi d'OCHA, NRC font sur le terrain. Donc pour bien faire comprendre comment c'est avoir une bonne compréhension de ces principes-là, mais pas une compréhension qui serait seulement théorique. Il faut que les gens comprennent que dans la pratique, il y a une utilité. Et ces principes permettent d'arriver à certaines fins, dont la fin ultime est d'apporter une aide aux populations dans le besoin. Monsieur Hassen Mohamedi l'a évoqué, Monsieur Benao, il y a des zones difficiles d'accès. Comment est-ce que vous parvenez à satisfaire les besoins de ces populations-là? Dialogue et communication, comme l'a dit Sissoko. On ne se lassera pas de parler, on ne se lassera pas de faire comprendre aux gens ce que nous appelons en fait l'impératif humanitaire, mais qui est en fait basé sur l'humanité. Des personnes sont en souffrance. Il y a risque en fait que des populations meurent. Vous avez l'obligation. Et des humanitaires aussi, vous êtes confrontés à l'insécurité aussi sur les terrains. Oui. Donc vous avez l'obligation en fait de nous laisser partir, de nous laisser passer et de garantir en fait la protection de nos équipes en fait pour ces zones-là. C'est ce traité en fait que Mohamedine a évoqué tout de suite. Les pays en fait ont ratifié en fait, des conventions qui doivent donc nous obliger à garantir qu'un acteur humanitaire impartial doit être protégé et que si le gouvernement ou en tout cas la partie au conflit n'arrive pas à satisfaire et à couvrir l'ensemble des besoins de la population, elle se doit de laisser passer des ONG impartiales, neutres, pour pouvoir soulager les souffrances de l'autre côté des lignes de front. Donc c'est l'histoire en fait, elle est partie de là. Donc pour le Mali, c'est la même chose. Nous avons des zones en fait pour lesquelles je ne dirais pas qu'on n'a pas accès, mais on a des accès difficiles. Difficiles pourquoi? Parce que cela nous prend plus de temps en fait à pouvoir interagir, à pouvoir communiquer, à pouvoir discuter, à pouvoir dialoguer avec ceux-là
ou qui s'oppose ou qui s'interpose entre nous et les bénéficiaires. Mais Dieu merci, Sissoko l'a dit, ça prend du temps, mais très généralement on y arrive. Parce que l'humanité est la chose la mieux partagée pour tout le monde. Voir ses compatriotes souffrir, voir des populations souffrir, voir un être humain souffrir, ça parle, ça fait sens. Et lorsqu'on évoque ces situations, très généralement, on en arrive en fait à obtenir le consentement de ces personnes-là pour que nous puissions passer et que nous puissions donc arriver à ces populations. Cela n'est pas sans risque pour nous. Vous avez donc dû entendre parler des enlèvements, vous avez dû entendre parler des kidnappings, vous avez dû entendre parler en fait des contrôles que nos équipes subissent sur le terrain. Et c'est toujours avec la joie au cœur qu'on voit les équipes repartir toujours sur le terrain en dépit de tous ces risques auxquels ils s'exposent. C'est pour vous dire que notre métier, c'est en quelque sorte un sacerdoce. On s'engage en fait à aller là où personne ne veut aller. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans la souffrance. À prendre des risques énormes pour aller délivrer une assistance humanitaire. À prendre des risques énormes pour aller apporter de l'eau à des femmes ou à des enfants en détresse de l'autre côté. Et malheureusement aussi souvent, à payer le prix fort, c'est-à-dire le prix de la vie, parce qu'on s'est engagé justement dans ce métier noble. C'est des risques qu'on assume, malheureusement. Et nous ne cessons en fait de sensibiliser et de communiquer qu'un acteur humanitaire en fait doit impérativement être protégé parce que justement il souscrit à l'ensemble des principes humanitaires que nous avons énoncés, notamment le principe de neutralité. Il n'est pas partie prenante au conflit. Il s'abstient de rentrer dans les controverses. Ce qui lui importe le plus en fait, c'est de faire parler de l'humanité qu'il y a en lui. Donc, de ne voir et de ne s'atteler qu'à soulager en fait la souffrance. Donc, malheureusement, voilà. Mais on y arrive. C'est dur. Mais vous y arrivez. Monsieur Louis-Cheikh Sissoko, nous venons d'évoquer quelques risques du métier, si je peux le dire. Il y a des enlèvements, il y a des fouilles, souvent des séquestrations et des pertes de vie, on le regrette. Mais qu'est-ce qui vous donne cette force-là tous les jours d'aller sur le terrain et d'aller aider les populations? C'est le bonheur qu'on ressent lorsque on voit des personnes assister, recevoir cette aide. Vous savez, lorsque vous arrivez dans des zones où il y a des gens qui sont vraiment en difficulté, qui ont passé peut-être des jours de souffrance parce qu'elles n'ont pas pu manger à leur faim ou parce qu'elles n'ont pas pu boire à satiété, etc. Et que vous leur apportez cette aide, le bonheur que ces gens ressentent, c'est ce qui nous pousse à continuer notre travail. Il n'y a pas plus grand bonheur pour nous de pouvoir aider les autres. Et ce n'est pas que moi, je pense que c'est toutes les équipes, c'est un bonheur partagé. C'est pour ça que nous prenons autant de risques. Nous mettons nos vies en danger. Et même les équipes qui ont été confrontées à certaines situations, ce sont les premiers à vouloir repartir sur le terrain. Parce que nous savons que nous servons à quelque chose. Et nous savons que ce que nous faisons a un impact positif sur la vie d'autres personnes. Sans nous, je pense que le monde serait bien triste. N'est-ce pas? Vous êtes du même avis, monsieur Hassane Mohamedi? Sans les ONG, le monde serait triste? Je ne sais pas. D'accord. Mais peut-être qu'il y aurait plus de souffrance. Et voilà, avec nos humbles personnes, on essaye du mieux qu'on peut, voilà, de bien faire notre travail, parce que c'est quand même un travail. Voilà, mais on essaie de le faire au mieux. Et c'est clair que voilà, faire un travail humanitaire, c'est beaucoup plus on va dire réconfortant quand on rentre chez soi le soir. Voilà, on se dit ok, aujourd'hui on a été utile, on a soulagé quelques souffrances, on a contribué au fait que voilà, certains enfants puissent avoir accès à l'alimentation, à l'eau, à l'éducation, à la santé. Donc ça fait plus de sens, on va dire, que si on avait d'autres métiers. Donc on est très reconnaissant pour cela. Mais comment protéger convenablement les acteurs humanitaires?
Alors encore une fois, c'est le respect, on va Des pas se lasser, exactement, on va pas se lasser de le répéter, le respect des principes humanitaires. Donc la bonne compréhension, pour pouvoir respecter ces principes, il faut les connaître. Donc la bonne compréhension de ces pratiques-là, que ce soit au niveau théorique, mais surtout au niveau pratique. Donc c'est ce qui va permettre de protéger au mieux les acteurs humanitaires. Après, il y a des systèmes qui sont mis en place, je pense au système de notification d'OCHA, quand il y a des mouvements dans des zones un peu complexes où il y a des opérations militaires, il y a un système de notification qui existe avec OCHA où les ONG informent en amont de leur déplacement pour éviter tout incident malencontreux. Donc il y a aussi des mécanismes qui existent, qui sont mis en place par les agences des Nations Unies en coordination avec les autorités. Donc il y a des choses qui sont mises en place. Mais encore une fois, les principes humanitaires, quand ils sont compris, quand ils sont respectés, permettent quand même de protéger au mieux les acteurs humanitaires. Mais est-ce qu'il y a des acquis concernant les questions d'accès pour faciliter le travail des ONG? Des acquis pour faciliter l'accès. Oui. Bon, encore une fois, la question des principes. Après, la coordination aussi. Bon, Arthur mentionnait le fait que le groupe de travail accès est décliné maintenant au niveau des régions. Parce que l'accès, c'est de la négociation, c'est de la discussion avec toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans une zone en particulier. Donc c'est beaucoup de discussions, la mobilisation des leaders communautaires. Donc il y a beaucoup de mécanismes qui existent, mais c'est beaucoup de négociations, beaucoup de discussions. Il y a aussi la confiance qui est importante entre les différentes parties prenantes. Le fait de savoir que les humanitaires, quand ils vont intervenir dans une zone, vont mener que des actions humanitaires. Parce que malheureusement, il y a des suspicions qui peuvent exister et qui peuvent être légitimes. Mais à nous, en tant qu'acteurs humanitaires, de dissiper toutes ces suspicions en étant le plus transparent possible, en communiquant de la meilleure manière possible sur nos activités, sur on va arriver dans telle zone, voilà ce qu'on va faire, on va apporter assistance à tant de personnes, parce que l'assistance se fait après qu'une évaluation a été faite, multisectorielle. Donc je dirais la confiance doit être là, et la confiance elle est basée sur une négociation et surtout sur une communication transparente entre les différents acteurs impliqués. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais bien avant, nous allons donner la parole à M. Benao pour qu'il nous propose des mesures pour renforcer la collaboration entre les acteurs humanitaires, les autorités, afin de garantir un accès humanitaire sûr et efficace. Qu'est-ce que vous proposez alors? Wow, c'est qu'on va reprendre en fait l'émission. Il y a tellement de choses à faire, mais encore une fois de plus, Dieu merci, grâce à l'action du FONGIM, il y a des acquis. Il y a déjà des cadres de collaboration très fructueux. Moi, je pense qu'après cette émission, donc, ASEN aura un rendez-vous avec une autorité en fait étatique. Donc il y a ce canal de négociation qui est là, et on ne cesse de saluer en fait cette disposition de la partie gouvernementale à entendre et à écouter, à recevoir les humanitaires quand ils ont un souci. Donc il faut travailler donc à pérenniser en fait ces canaux de communication. Il y a aussi le forum des ONG qui existe. Si ça n'existait pas, il fallait peut-être le créer, parce que justement, grâce à cet espace de coordination, on a un espace où on discute, où on se coordonne, où on harmonise en fait notre manière en fait d'aller ou d'intervenir sur le terrain et de discuter des problèmes qui nous affectent et d'adopter en fait une démarche commune pour porter un message à l'acteur en fait qui entrave justement qui se pose comme entrave en fait au déploiement en fait de nos équipes, de nos programmes et ainsi de suite. Et bien évidemment, il y a le groupe de travail accès qui existe, donc qui est logé au sein de OCHA et qui fait donc le lien entre les acteurs humanitaires de tous bords qu'ils sont, c'est-à-dire donc de ceux qui travaillent sur les ONG nationales comme mon ami Sisseko, de tous ceux qui sont dans les ONG internationales comme NRC, de tous ceux qui sont aussi dans le système des Nations Unies, pour qu'on puisse parler en fait d'une voix commune, que l'on puisse harmoniser notre manière en fait de négocier l'accès sur le terrain. Parce qu'auparavant, avant la création de ce groupe, chacun avait sa manière en fait de négocier l'accès. On s'est dit à un certain moment donné, il faut que cette négociation soit encadrée, soit balisée, pour que de compromis en compromis, on n'arrive pas à une compromission qui puisse
On va faire court. C'est pratiquement la fin de l'émission. Nous allons donner la parole à M. Louis Cheikh Sissoko. Il est le directeur exécutif de l'ONG Open Mali. Quel est le rôle de votre organisation dans la fourniture de l'assistance humanitaire au Mali en quelques minutes? Mais en quelques minutes, juste, je vais combiner autre chose. C'est-à-dire que nous aussi, les ONG nationales, on s'organise. On a mis en place la plateforme des ONG nationales actives dans l'humanitaire, toujours dans un souci de coordination de nos activités sur le terrain. Et cette plateforme regroupe vraiment l'ensemble des ONG nationales actives dans l'humanitaire. Et c'est vraiment une plateforme qui aujourd'hui siège à l'EHP et qui aussi a des membres qui sont membres du groupe de travail accès. Donc notre rôle, c'est encore une fois, comme les ONG internationales, c'est de délivrer l'assistance sur le terrain, c'est de pouvoir soulager les souffrances de nos populations autant que possible, et c'est surtout de pouvoir avoir des accès, surtout dans certaines zones où c'est pas une petite c'est pas une petite attaque, mais dans certaines zones où les ONG internationales n'ont pas accès. Comment garantir le respect des principes humanitaires dans des contextes complexes? C'était le thème de ce grand dialogue et nos invités étaient Hassen Mamedi, directeur du FONGIM, Forum des ONG internationales au Mali. À ses côtés, Benao Bassien Arthur, co-leader du groupe de travail Accès NRC Mali, Louis Cheikh Sissoko, directeur exécutif de l'ONG Open Mali. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission qui a été réalisée par Siko Gadjigo. Merci et à la prochaine.